Bonjour à tous. Je m'appelle Romain Bellan. Je travaille pour la société WeFirst. Et donc là, je vais vous présenter LoRa et MeshTastic, et globalement les réseaux maillés traités dans le web. Donc, on va commencer par parler. On va lancer l'humeur. On va commencer à parler d'abord du LoRa, donc vraiment le protocole radio LoRa, et ensuite on va parler de MeshTastic. On terminera par Otis. Alors. Donc, le protocole LoRa, qu'est-ce que c'est? Donc, le protocole LoRa, c'est un protocole de couche 1, donc protocole physique, donc comme le Wi-Fi, comme un tas d'autres protocoles physiques. Il a été créé par une entreprise grenobloise, donc c'est français, mais ils ont vendu le brevet à des Américains, donc Semtech, ce qui fait que tous les modules radio LoRa que vous trouvez sur le marché sont des modules Semtech. Il a été conçu dans le but de développer les LPWAN, donc c'est des réseaux étendus à basse consommation. Donc le but, si vous voulez, c'est là où des protocoles comme le Wi-Fi, l'important c'est le débit et la portée, bon, on s'en fiche, hein, on fait de notre mieux, mais c'est pas le plus important. Là, c'est l'inverse. Dans ces réseaux-là, le but, le débit, on s'en fiche, l'important c'est la portée. Donc pour le coup, LoRa est vraiment efficace, dans le sens où on peut facilement atteindre plusieurs centaines de kilomètres sans avoir des matos extraordinaires. Moi, avec les matos que je vous montrais, j'ai déjà réussi à faire 80 km avec, hein, et sans antenne chère, sans rien. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est fait pour aller loin, c'est fait pour traverser les murs. C'est vraiment une autre vision, on va dire, des modules. Je vais juste revenir très rapidement sur la modulation radio, parce que LoRa, c'est la modulation radio. Donc, dans le numérique, ce qu'on veut, c'est réussir à partir de la radio à pouvoir récupérer des 0 et des 1. On a trois principales façons de faire. Donc, par la fréquence. Donc, on va par exemple définir qu'une fréquence lente, c'est un 0, une fréquence rapide, c'est un 1, comme vous voyez dans le schéma. On va pouvoir le faire aussi via l'amplitude, donc la puissance à laquelle c'est envoyé. Donc c'est les deux qu'on voit le plus, FSK et ASK. Typiquement, tous les bits de parking, de volet, tout ça, ça utilise de l'amplitude. Voilà, la fréquence c'était encore pour d'autres choses. Mais bon voilà, donc, et ensuite il y a la phase. Alors, bon, je sais pas si vous savez ce que c'est la phase, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est mélanger les deux. Parce qu'après tout, puisque dans un temps donné, il faut récupérer un 0 ou un 1, ben, si on fait à la fois de la fréquence et à la fois de l'amplitude, ben, on peut envoyer 2 bits par 2 bits. Donc on va gagner en débit dans le temps. Donc LoRa utilise aucun des deux. Ça va utiliser ce qu'ils appellent donc la modulation s'appelle le CSS, c'est pas des feuilles de style. Donc c'est Chirp Spectrum. Et en gros, le principe, c'est que on va aller d'une fréquence A à une fréquence B, comme vous pouvez voir, de B vers A. Donc de B vers A, ça va être le down, de A vers B, ça va être le up. Et on va essayer de récupérer nos 0 et nos 1 à partir de ça. Donc typiquement là, je vous montre en dessous donc, le principe d'un chip complet, c'est d'aller donc du plus bas vers le plus haut. Et donc, bon là, ça veut dire s'il n'y a rien, c'est un 0, s'il y a, c'est un 1, ce qui va nous limiter. Mais en fait, ce qui est très pratique avec cette modulation, c'est que si on décide, dans un intervalle de temps, donc là qui est en orange, on va décider que l'intervalle est coupé en deux, on va pouvoir dire par exemple que de center à high, c'est un 1, et de low à center, c'est un 0. Et en fait, dans un même intervalle de temps, je vais pouvoir coder 2 bits. Et là, vous voyez qu'après, dans les exemples de droite, c'est découpé en encore plus petits intervalles. Et donc, on va pouvoir enregistrer beaucoup d'informations. Enfin, un certain nombre. Donc, comment LoRa utilise le CSS? Donc là, c'est un peu de terminologie. Donc, il va avoir la bande passante. Donc, la bande passante, c'est vraiment pour aller de la fréquence A à la fréquence B.
Ensuite, il y aura le spring factor. Donc le spring factor, c'est le nombre de bits par symbole. Alors derrière bits par symbole, il faut imaginer, si je reprends l'exemple, là, l'orange c'est le symbole, ben, du coup là c'est 1 bit par symbole, là c'est 2 bits par symbole, et là c'est, je sais pas, on va dire 6, 7. Mais globalement c'est ça, c'est le nombre de bits qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de cet intervalle. Du coup, on peut facilement récupérer le temps que va prendre notre symbole, donc avec nos bits dedans, ce qui fait qu'on peut savoir ben, combien on va avoir de bits par seconde très facilement, et on va surtout voir que ben, il n'y en a pas beaucoup. Une autre chose importante, donc, c'est le taux de codage. Le taux de codage, donc on se rappelle, le but c'est d'aller loin, de pouvoir traverser les murs, qu'une fois qu'on a envoyé le message, on ait l'assurance qu'il ait pu être reçu quoi qu'il se passe. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur. Et donc les codes de correction d'erreur, bah, ça va permettre que si par exemple, je ne sais pas, il y a une perturbation électronique qui fait qu'il y a un bit qui est pas bon, on va pouvoir détecter qu'il y en a un qui n'est pas bon, on va pouvoir retrouver par rapport à d'autres bits quelle était la valeur sur la valeur d'origine. Et donc vous voyez que là je vous ai mis, on a deux nombres, donc 4 sur 5, 4 sur 6, tout ça. En gros, celui de gauche, c'est le nombre de bits utiles, donc vraiment ceux que vous voulez envoyer. Et à droite, c'est les bits pour faire la correction d'erreur. Vous voyez qu'en Laurent, on peut monter à 4 sur 8. Ça veut dire que 50% de votre débit est dédié à la correction d'erreur. Donc vraiment, le but, c'est on est prêt, on va résister à tous les murs qu'on traversera. LoRa, on utilise plusieurs bandes, fréquences. Donc il y a le 433 qui est finalement assez peu utilisé, je trouve ça dommage. Le 868, c'est celui que vous trouverez le plus en Europe. C'est souvent quand on achète des modules LoRa en Europe, c'est ça. 915, c'est pas pour nous, c'est pour certains pays qui ont décidé de ne pas faire comme tout le monde, comme je crois que c'est les Japonais et les Américains qui utilisent le 915. Et ils ont récemment fait du 2 Go 4. Alors 2 Go 4, c'est essentiellement pour pouvoir un peu augmenter le débit, parce que vous allez voir, les débits ne sont pas fous. Donc, comment ça marche une démodulation? Parce que là, je vous ai dit, on va de A vers B, mais comment on récupère les valeurs qui sont derrière? Et donc, c'est ça un peu la magie du CSS, des chips, c'est que si mathématiquement, vous multipliez le chip reçu avec son inverse, donc le downchip, et ben le résultat, ça va être une sinusoïde quasiment égale tout le temps. Donc, c'est ce que vous voyez, le chip monte, je multiplie par celui qui descend, et bim, c'est tout plat. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Donc une transformée de Fourier, pour ceux qui ne voient pas, c'est typiquement quand vous faites de la musique et que vous essayez d'accorder votre instrument, ça vous marque la note que vous jouez. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend le signal, il fait une transformée de Fourier, puis bam, il vous dit c'est cette note-là. Et bien là, du coup, on va faire la même chose. Donc ça, c'est pour vous montrer, c'est la datasheet même du constructeur. Donc là, vous retrouvez toutes les valeurs dont je vous ai parlé. Donc le spring factor, le nombre de bits par symbole. Donc moi, dans l'exemple, je vous en montrais pour 1 ou 2. Dans LoRa, ça commence à 6, ça va jusqu'à 12. Typiquement, si vous voulez que ça soit résistant, que ça aille loin, vous n'allez pas prendre la valeur la plus haute, parce que si vous avez trop de bits dans un symbole, ben, c'est plus facile d'être perturbé, c'est plus facile d'avoir des soucis. Donc on choisira toujours, si on veut aller loin, le plus bas. Ensuite, ben voilà la bande passante, le taux de codage, donc vous voyez, et donc le nombre de data, donc vraiment les bits utiles que vous allez pouvoir mettre, voilà, c'est pas des bits, c'est des octets, et quelque chose de très important, c'est les symboles de préambule. Puisque LoRa, c'est aussi un protocole qui se veut peu consommateur de ressources, ce qui va se passer, c'est que le récepteur, il va attendre de recevoir ce qu'on appelle un préambule. Donc un préambule, c'est qu'on va recevoir plein de fois le même message pour dire et comme ça, du coup, ben, le récepteur va décider d'écouter. Ensuite, ce qu'ils appellent le mandatory préambule, ça va être un mécanisme de synchronisation. Parce que si on revient à ça, l'important pour que la multiplication soit juste, eh ben, c'est qu'on soit bien synchronisé. C'est-à-dire que quand le chip va de A vers B, nous on commence bien de B vers A en même temps. Donc la synchronisation est extrêmement importante. Et donc pour réussir à aller à cette synchronisation, eh
Et ben, dans LoRa, il y a 4 symboles qui sont utilisés juste pour la synchronisation, pour avoir bien le temps de se synchroniser. Et ensuite, on va retrouver donc, un peu du header et le payload. Donc en résumé, ce que je viens de dire, ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi dans le préambule, vous allez avoir aussi 2 chips qui sont utilisés pour définir le réseau. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez entendu parler de LoRa, vous avez vu LoRa et LoRaWAN, mais en fait c'est 2 choses différentes. LoRaWAN c'est la couche au-dessus. LoRa c'est la couche en dessous. Et vous n'êtes pas obligé de faire du LoRaWAN. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez même inventer votre propre protocole. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 chips dédiés à donner une valeur qui va définir quel type de protocole il y a. Donc au final ça donne ça. Vous avez le préambule. Donc ça a monté, ça fait vraiment ça. Hein. C'est du jusqu'à arriver donc à vos 2 symboles qui vont définir le type de LoRa, puis les 2 symboles de synchronisation. Donc vous voyez, ils sont inversés. C'est utilisé justement pour bien synchroniser les horloges, ils sont inversés. Hop. Donc du coup ça donne ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test avec un analyseur de spectre que j'ai ici, pour vérifier que tout ce que je vous dis depuis le début, c'est pas des mensonges. Alors, hop. Donc, je vous parle pas forcément de comment j'utilise un analyseur de spectre, on va juste le lancer et vérifier que ça fonctionne bien comme ça. Donc là, du coup, vous voyez, ça va du haut vers le bas, et le principe, c'est que on va voir les fréquences dans le temps arriver. Donc là, on va attendre, j'ai allumé mes 2 messages LoRa, et on va attendre sagement qu'un message arrive. Je suis connecté sur 433 parce que moi, j'utilise le 433. Donc voilà, on a réussi à recevoir un message LoRa. Hop, je zoome dessus. Donc, on voit bien les heures chips. Alors, ils sont inversés, c'est un effet miroir, vu que j'ai utilisé l'analyseur, mais il faut imaginer qu'il faut que vous remontiez dans l'autre sens. On en compte là, on peut les compter, il y en a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 16. Puis, là, il y en a 2. Alors, pourquoi il y en a 16? Parce que du coup, ça utilise Matchtastic, et vous verrez que Matchtastic en utilise 16. Là, vous avez les 2 de synchronisation. Et ensuite, vous voyez bien les 2 inversés, les 2,25, là il y a le 25 qui est là, pour la synchronisation. Et enfin, le message utile, tel quel. Donc voilà, c'était plus pour vous montrer parce que c'est intéressant, ça, voilà, c'est visuel. Donc vous voyez que je ne vous ai pas menti, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, LoRa va utiliser plusieurs autres mécanismes pour se défendre, pour pouvoir justement aller loin. Et donc, l'un des principes aussi, ça va être le code Gros-Gray, parce que ce sont 2 personnes à se battre pour celui qui l'a inventé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les 2 noms. Donc le code Gros-Gray, c'est assez simple. C'est globalement, en ce qu'on appelle donc, le binaire naturel, celui qu'on utilise tous les jours, il a un énorme souci. C'est que regardez, là, quand je passe de 7 à 8, j'ai 4 bits qui changent. En radio, un bit qui change, c'est de la perturbation. Et on n'aime pas être perturbé, on aime bien que ça reste stable. Du coup, le code Gros-Gray, il va avoir comme seul et unique but d'éviter que les bits changent trop. Et donc ça va être très pratique parce que du coup, ça va éviter de créer trop de perturbations. Ensuite, donc il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, le taux de codage, c'est R. Donc l'algorithme qui est utilisé s'appelle le code de Hamming. Donc en gros, c'est un truc qui fait des XOR. Je vous ai montré la version en 4/8 en dessous. Donc bon, moi je ne suis pas spécialiste en maths et tout, donc je ne peux pas exactement vous dire pourquoi c'est génial, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, il va juste faire des XOR, et vous voyez, il prend les digits, donc vos bits d'entrée, il va les XORer, là il a des sorties, et ensuite il va les mettre un petit peu partout. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir faire sa correction d'erreur. Ensuite, dernier point, c'est l'entrelacement. Donc l'entrelacement, derrière ce mot un peu compliqué, c'est assez simple, c'est l'idée, quand il y a une perturbation, typiquement imaginez, vous êtes en train de discuter en terrasse avec des amis, un véhicule passe, il y a une partie de votre conversation qui n'a pas été entendue à cause du véhicule, mais c'est pendant un moment T, c'est pas constant, enfin, à moins que vous êtes devant un...
le périphérique, mais sinon, voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est que puisque les perturbations radio, c'est que pendant un temps donné, on va faire de l'entrelacement, c'est-à-dire qu'on va mélanger nos signaux. Donc on va imaginer là qu'il va y avoir plusieurs symboles, donc un symbole A, un symbole B, jusqu'à un symbole H. Dans chacun de ces symboles, donc si on est sur du 4 sur 8, ça veut dire qu'il y a 8 bits dans ces symboles. Et donc au lieu d'envoyer votre premier symbole et de risquer de le perdre, puisqu'on a un code de correction d'erreur, c'est pas grave de perdre un bit sur 8 symboles, par contre c'est grave de perdre 8 bits sur un symbole. Donc c'est pour ça qu'on va faire l'entrelacement, c'est-à-dire mettre le premier bit de A là, le premier bit de B là, le premier bit de C là, et ensuite etc. Ce qui fait que du coup, une perturbation momentanée, ça ne va pas être très important, on va pouvoir corriger le problème. Donc globalement, voici un résumé schématique de comment fonctionne LoRa. Donc il n'y a rien de plus, hein. C'est-à-dire que là, tout ce que vous venez de voir, bon, c'était peut-être un peu dense, mais il n'y a rien de plus. Vous êtes capable, à partir de ça, de fabriquer votre propre codeur et décodeur LoRa. Donc on arrive, on met vos octets que vous voulez, vous faites donc la correction d'erreur, le whitening on n'a pas vu mais c'est pas très important, vous faites donc l'entrelacement, ensuite vous faites votre grey coding et vous envoyez sur la radio. Point, c'est tout. Et pour réceptionner c'est la même chose. Et grâce à tout ça, on arrive quand même donc avec des petits objets qui émettent vraiment pas fort à faire 300 km. Maintenant, on va parler donc de Mesh Tastic. Donc Mesh Tastic, c'est un protocole au-dessus de LoRa. Donc au même titre, encore une fois, que LoRaWAN, mais ça n'est pas LoRaWAN. Il se veut être un protocole décentralisé et maillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de routeur central. Vous allez juste, via donc LoRa, vous envoyer des paquets, tout le monde va s'envoyer des paquets, et vous allez passer par aucun serveur central, rien du tout. C'est l'un des gros avantages de Mesh Tastic. Alors Mesh Tastic, c'est donc basé sur LoRa. Ça a donc la portée de LoRa. Alors vraiment, ça a une très longue portée, encore une fois, comme je vous dis, même moi, avec une petite antenne et pas grand-chose, depuis chez moi, j'ai pu aller vraiment très loin, avec plus d'une centaine de kilomètres. Donc c'est vraiment très très efficace, sans matériel coûteux. Le réseau donc, est maillé et décentralisé, vous n'avez pas de serveur central, tout le monde va communiquer entre tout le monde, et la communication est chiffrée. Alors vous voyez qu'il y a deux types de chiffrement, AES 256 et curve, une courbe elliptique. Donc en gros c'est parce que, on va le voir juste après, il y a des messages qui sont envoyés à tout le monde, donc en broadcast. Donc du coup, s'ils sont envoyés à tout le monde, mais qui sont chiffrés, il faut une clé partagée. Donc quand il y a une clé partagée, on va dire AES. Par contre, si vous voulez parler directement à un autre équipement, là, vous allez parler en clé publique-privée, d'où la courbe elliptique. Donc voilà, quelques équipements compatibles, je les ai là, hein, si vous voudrez les voir après. Hein, ils sont ici. Ça, c'est des équipements qui ne sont pas très chers. Surtout lui c'est le T-Beam, c'est celui que vous trouverez partout, ou même quand vous regardez des tutoriaux sur Mesh Tastic ou tout ça, c'est toujours celui qui est mis en avant, parce que c'est le moins cher, et puis c'est celui où il y a tout. Vous avez un écran, vous avez un GPS, donc c'est pas mal. Et ceux-là, alors là, le petit BlackBerry, c'est sympa aussi, c'est-à-dire que là, dans l'exemple, vous ne le voyez pas, mais moi je l'ai, vous pouvez avoir une UI, et donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme un téléphone, et envoyer des messages à vos amis qui ont aussi Mesh Tastic, ça fonctionne. Côté LoRa Mesh Tastic, qu'est-ce qu'il fait? Donc, comme on l'a vu avec l'exemple que je vous ai montré quand on a de l'analyseur de spectre, ça envoie un préambule à 16 symboles au lieu de 8 sur LoRa. Le 5 word, donc vous savez, le moment où dans le préambule on définit quel va être le protocole au-dessus, ça va être 2B. Et après les radios preset. Comme vous avez vu, LoRa c'est un peu compliqué dans le sens où il y a plein d'options. On peut faire plein de choses. Mais le problème c'est que si vous changez un truc, la bande passante, le taux de codage ou tout ça, vous ne pouvez plus communiquer avec les autres personnes qui ont aussi un modem LoRa. Et donc pour éviter des trucs compliqués où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre pour essayer à communiquer entre eux, ils ont inventé ce qu'ils appellent les radios presets, c'est qu'il y a des noms. Voilà, vous dites que vous êtes en longue range, et du coup vous aurez le preset qui va bien. Vous dites que vous êtes en short range, vous aurez celui qui va bien. Mesh Tastic rajoute quelque chose qui n'existe pas dans LoRa et qui est quand même très utile, c'est le CSMA.
Donc le CSMA, pour ceux qui ne voient pas, c'est utilisé par exemple dans le Wi-Fi. C'est assez simple dans l'idée, c'est comment faire pour ne pas se brouiller quand on s'envoie des ondes, en écoutant les autres. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'avant d'émettre, on attend de voir que personne émet. Et si on voit qu'il y a des gens qui émettent, et on attend un petit peu pour pouvoir émettre plus tard. Et quand on a émis un paquet, on en réémet un pas tout de suite, on attend un petit peu pour laisser celui qui attendait qui puisse renvoyer. Et donc le Wi-Fi le fait aussi. Bon, après, c'est de l'ordre de... Le Wi-Fi le fait en microsecondes, Meshtastic le fait en secondes. Donc, sous Meshtastic, ce qu'ils font, c'est que puisque les puces LoRa, parce qu'en Wi-Fi, typiquement, c'est la puce Wi-Fi qui gère ça, c'est pas votre noyau Linux. Ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont été obligés d'implémenter un truc un peu moyen, mais néanmoins, on voit l'efficacité sur les réseaux denses, c'est qu'il va récupérer le RSSI. Voilà. Si, en fonction du RSSI, il décide si il va attendre ou pas. En terminologie, donc du coup, sous Meshtastic, on va parler de node pour parler d'un équipement. Un node, il va avoir un node ID. C'est comme pour IPv4, d'ailleurs c'est 32 bits comme IPv4. Vous aurez un node ID, donc quand vous allez vouloir parler à un autre node, vous allez parler à un node ID qui a l'adresse numéro tant. Et vous-même, vous avez votre propre adresse. Il va avoir un rôle. Donc sous Meshtastic, le principe du rôle, c'est de dire si je suis client, je vais privilégier d'envoyer mes paquets. Si je suis routeur, je vais privilégier de transférer les paquets des autres. Toutes les nodes, qu'ils soient clients, routeurs ou je ne sais quoi, forward les paquets des autres, même s'ils sont chiffrés. Parce que l'entête du paquet, elle ne l'est pas, exprès pour pouvoir se transmettre les paquets. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, même un Meshtastic qui n'a pas les mêmes PSK, la même clé de chiffrement que vous, renverra, vous ferez quand même partie, sans faire partie du réseau, vous aurez quand même votre paquet qui sera transféré. Donc comme je vous disais, il y a une paire de clés publiques, clés privées aussi, et il va y avoir ce qu'ils appellent un nom long et un nom court. Ça, c'est pas utile par le protocole lui-même, c'est pas pour lui, c'est pour nous les humains, parce que c'est comme en IP, on va pas apprendre des IP par cœur, on aime bien avoir des noms. Les canaux, donc les canaux c'est quelque chose vraiment de principal dans Meshtastic. C'est que justement, le but, c'est pas que de s'envoyer des paquets de mon node à un autre node. C'est aussi de s'envoyer à un groupe. Et donc, du coup, c'est là où les canaux vont être utilisés. Donc, il y a un canal un peu spécial, c'est le 1, c'est le canal dit primaire. Et en gros, il est primaire, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas, on veut pas consommer trop de batterie, on veut pas consommer trop de bandes passantes. Donc, on va pas s'amuser sur tous les canaux à envoyer coucou, ma clé publique c'est ça, je m'appelle tant, blablabla. Parce que du coup on va multiplier par 8 la même information, ça n'a pas d'utilité. Donc tout est envoyé sur le canal 1. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'informations de routage et tout ça qui ne passent que sur le canal 1. Ensuite, les canaux, ils vont donc avoir une clé privée et un nom. Et donc c'est comme ça que vous pouvez parler avec d'autres canaux. Vous pouvez avoir le même nom de canal, si vous n'avez pas la même clé, vous ne pourrez pas parler à ces gens-là. Vous aurez un problème sur le chiffrement. Voici à quoi ça ressemble un en-tête Meshtastic. Donc on se souvient, en LoRa, c'est 255 octets par paquet, moins 16 du coup pour le header. Donc on va retrouver des choses de base dans le header pour un protocole réseau. Donc vers qui on va envoyer le paquet, qui a émis le paquet, le numéro unique de paquet, parce que vu que c'est du réseau maillé, vous pouvez potentiellement récupérer le paquet de temps en temps. Et donc du coup, vous allez dire, ah non, j'ai déjà vu ce paquet d'ID il y a 10 secondes, je l'ai forwardé, je vais peut-être pas le re-forwarder. Dans les flags, vous allez retrouver le hop limit. Donc le hop limit, c'est un peu comme le TTL sous IP. C'est typiquement, quand vous forwardez un paquet, vous allez décrémenter une valeur. Si ça arrive à 0, vous supprimez le paquet. Ça va permettre justement d'éviter les boucles, de ne pas envoyer un paquet. Imaginons qu'un jour il y a un réseau immense international, comme ça le paquet il ne va pas partir jusqu'à je ne sais pas où. Ça sert à ça. Il va y avoir le canal. Donc le canal, on a dit qu'il y avait 8 canaux, mais vous ne mettez pas le canal ID dedans, vous allez mettre
un hash de nom du canal que vous avez défini et de la PSK. Et ensuite, il y a deux valeurs très importantes pour justement aussi optimiser. C'est le next hop et le relay node. Donc le next hop, c'est pour dire je veux en priorité que ça soit ce node-là qui transfère le paquet. Parce que je sais que la dernière fois que j'ai parlé avec cette personne, c'était ce node-là qui m'a permis de faire le pont. Donc c'est lui que je priorisais. Si vous ne savez pas, vous mettez 0, ça veut dire renvoyer tout le monde en broadcast. Et le relay node, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un transfère un paquet, il va mettre son node ID dedans, dans le relay node, pour que justement, vous puissiez dire, le jour où vous allez vous faire le next hop, ah, ben je sais que c'est lui qui a envoyé parce qu'il a laissé ce relay node. De façon schématique, c'est ça. Là, on a A. La première fois, il ne sait pas. Donc il dit, j'envoie à tout le monde. B va renvoyer à D. D va répondre, mais B, du coup, lui, il sait qu'il communique avec A, donc il ne va pas commencer à renvoyer à tout le monde, il va tout de suite dire qu'il faut renvoyer à A, et A, ensuite, il saura que c'est B qui lui a envoyé l'information de D, donc il dira, bah, mon next hop, c'est B. Ensuite, donc après, il y a le payload, donc la partie vraiment data, donc enfin, on va dire la partie utile pour l'utilisateur comme nous. Donc il va avoir, encore une fois c'est assez proche de TCP et du DP, on va avoir un port num, donc du coup ça va être un numéro qui va définir l'application qui est en dessous. Donc typiquement si c'est un node info, si c'est un message, si c'est un je ne sais quoi. Et ensuite il y aura le payload en tant que tel. Mais Static, l'un des trucs qu'ils ont décidé, c'est que tous ces payloads là, ils sont faits sous protobuf. Donc du coup, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est protobuf, c'est un hybride qu'a fait Google. Et en gros, on va le voir après, je montrerai un fichier. Vous définissez comment va être votre paquet, qu'est-ce qu'il y aura comme entrée dans votre paquet, et il va tout seul faire le parseur. Ce qui peut être assez pratique. Là, voilà quelques exemples de port num qu'il y a sous Meshtastic. Donc il y a texte message, clairement, aujourd'hui ça représente 99% de ce qui est passé. C'est juste d'envoyer un texte en disant coucou, j'existe. Il y en a d'autres comme remote hardware, donc ça c'est pas mal, c'est pour contrôler des GPIO à distance. Position, ça va être justement si Meshtastic détecte que vous avez un GPS, comme ça il va envoyer les informations de GPS, sachant que vous pouvez quand même configurer pour lui dire qu'il doit être imprécis à tant de kilomètres pour éviter de dire exactement où vous êtes. Le node info, donc dans le node info, c'est là où il y aura le nom long, le nom court, votre clé publique, etc. Des informations de routing et de la télémétrie. Donc la télémétrie, ça va être combien il me reste de batterie, si vous avez un capteur de température, votre température, etc. Donc là, on va faire quelques petits démos. Donc j'ai emmené avec moi donc j'ai soudé ça un peu à l'arrache, mais en gros, là, vous avez sous Meshtastic. Donc c'est un T-Beam, donc c'est vraiment celui que vous trouvez partout, c'est le moins cher aussi, sur lequel j'ai soudé un capteur de température et j'ai mis une petite LED sur le GPIO 2. Et donc là, on va dire d'allumer la LED du GPIO 2 à partir de mon autre qui est ici. Et donc du coup, je vais le brancher en USB, comme ça je vais utiliser l'API Python pour discuter avec lui directement en USB. Alors. Tchac, alors je le branche en USB. Donc une fois qu'il est branché, il va dire, ah oui, il faut que je branche ça aussi. Alors. Je crois qu'il y a eu un petit souci au démarrage là. Voilà, c'est bon, il m'a créé TTY.
Donc là, si j'utilise via l'API Python info, il ne va pas vouloir fonctionner, lui. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Donc du coup, là, je vous montre juste avec info, donc avec l'API Python. Donc en info, là, on va retrouver des infos. Donc typiquement, les différents Node Mesh qu'il a vus récemment, sa config, donc les différentes channels. Donc ça c'est bon, tac. Donc là, par exemple, on va lui dire, alors du coup il s'appelle Batidec. Donc là, on va lui dire d'écrire sur le GPIO 2, et donc la destination, c'est son Node ID à lui. C'est là où vous allez voir que c'est pas extrêmement rapide, Meshtastic. C'est-à-dire que donc là, c'est envoyé, mais ça va prendre un certain temps. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je lui envoie 2-3 fois pour bloquer la stack et un peu forcer à envoyer le truc. Voilà. Donc voilà, du coup, j'ai dit d'écrire sur le GPIO. Vous pouvez appeler la lecture aussi si vous voulez. Hein. Nous, on va juste lui dire de se rééteindre. Donc en gros, comme je vous disais, c'est le CSA-MA, là. C'est le fait que s'il y a trop de perturbations, eh ben, il va mettre un petit peu de temps avant d'envoyer. S'il n'y a pas trop de perturbations, eh ben, ça ira plus vite. Là, par contre, c'est vraiment mon câble USB qui est en train de se chier dessus. Cool, il est mort. C'est bien parce que la démo d'après, elle en Bluetooth. Donc voilà. Là, on va envoyer, on va faire un send text en espérant que lui, il est... Alors, du coup, on va faire en Bluetooth. Je vais complètement friser avec le... Donc, je vais le relancer en Bluetooth et je vais vous montrer l'interface Meshtastic sous Android. Je pense qu'il est sur d'autres trucs, mais sur téléphone. Parce que typiquement, ce genre de choses, vous n'allez pas vouloir regarder. Ça, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir dans la poche. Donc, ce qu'ils ont fait de bien avec Meshtastic, c'est que vous avez une application mobile qui va se connecter donc en TCP/IP ou en Bluetooth ou en série et qui va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre Meshtastic. Donc voilà, là c'est le téléphone. Donc là vous voyez que je suis connecté donc à mon petit deck, hein, c'est lui, là il est en mode Bluetooth. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec le deuxième, celui qui est là, je vais le brancher en USB. Je vais lui dire avec le code Python d'envoyer un message et nous on va le réceptionner sur l'application Android. Et j'ai mis la date pour être sûr que je ne vous montre pas. Donc du coup, lui aussi il a différentes TTY. Ah non, lui c'est bon. Lui Dell il s'est pas trompé. Alors, hop. Ouais, moi aussi j'ai vu l'erreur, mais on va le renvoyer. Voilà, elle est partie. Et donc là, on va attendre sagement de le recevoir. Ah, voilà. Bah tiens, on a même reçu celui où l'interface USB a dit que c'était chié dessus. Donc vous voyez, ça met beaucoup de temps. Hein. C'est encore une fois, on est dans l'idée, on consomme peu d'énergie, c'est pas rapide. Mais à la fin, on reçoit quand même le message. Et voilà, là, on vient de recevoir le deuxième. Donc, il faut savoir prendre son temps. C'est pas instantané, mais vous inquiétez pas, vous recevrez votre message. Donc voilà. Donc, du coup, on va couper notre petit Android.
rapidement, donc, on va maintenant parler du firmware. Donc le firmware de Meshtastic, il est fait via Platform.io. Pour ceux qui ne connaissent pas Platform.io, c'est un peu comme le framework Arduino, mais en, on va dire, plus professionnel, plus pratique à utiliser, parce que du coup c'est GitHub, vous pouvez utiliser Git pour enregistrer vos trucs. Je vous ai mis juste en dessous, typiquement, un fichier de conf, donc ça c'est pas pour Meshtastic, mais un fichier de conf typique de Platform.io. Donc vous allez définir la plateforme, donc votre processeur, la board, ils ont toute la liste des boards que vous pourrez acheter sur internet, ils les ont quasiment, le framework à utiliser, donc l'Arduino, parce que si vous savez faire que de l'Arduino, et les dépendances de librairie. Donc c'est ultra pratique. Tac. Voilà. Donc typiquement, après vous appelez la commande PIO RUM, et donc E pour le TBIM. E en fait c'est l'environnement, ça va définir un peu les variables d'environnement. Donc ça c'est un TBIM, donc je mettrai TBIM. Ça c'est un TECO, je dirais TECO. Et ensuite, quand on lance, vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont déjà fait de la programmation Arduino sur ESP32, ça va appeler ESP Tool, et ça va faire exactement les mêmes choses que d'habitude. C'est juste qu'il s'occupera tout seul de récupérer la cross-compilation, de faire tout un tas de choses que sinon vous auriez dû faire vous-même. Et donc après, pour uploader, bon je fais upload, mais je vais peut-être pas l'uploader. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser Platform.io parce qu'ils n'ont pas que ça à faire que compiler eux-mêmes leur truc, Meshtastic sont très sympas, ils ont créé un web flasher. Donc en gros, vous allez juste sur internet, vous tapez webflasher.meshtastic et hop, vous mettez le type d'équipement que vous avez. Il va tout seul vous trouver le dernier firmware à mettre. Vous faites flash, ça flash, terminé. Donc vous n'avez rien à faire vous-même. Dernière chose donc, sur Meshtastic, c'est que l'un des soucis, c'est que parfois vous pouvez être dans des réseaux isolés. Et donc quand vous êtes dans un réseau isolé, vous pouvez parler à tous les gens de votre réseau, mais imaginons, vous voulez parler à quelqu'un qui est plus loin, et on va passer par Internet. Et donc pour pouvoir passer par Internet, il utilise MQTT. Donc MQTT, c'est un AMQP pour ceux qui connaissent en version léger, donc c'est juste un protocole pour pouvoir dire je me connecte à ce topic et j'envoie une information à ce topic. Ce qui est pas mal, c'est que du coup sous Meshtastic, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se connecte à un channel et on récupère des informations de channel. Donc ça fonctionne bien et donc c'est comme ça que c'est fait. Et en fait, on va se connecter à un broker MQTT. Deux équipements Meshtastic vont se connecter en Wi-Fi à un broker MQTT. Et grâce à ça, ils vont pouvoir récupérer via Internet. Et donc, du coup, deux réseaux isolés vont pouvoir être interconnectés physiquement. Donc, je vais vous montrer en MQTT. Donc là, je vais créer un AP Wi-Fi avec mon PC. Lui, il est configuré pour se connecter au SSID que mon PC est en train de diffuser. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer rapidement ce que ça ressemble. Donc, protobuf de Google, voilà, ça ressemble à ça. Vous avez appelé donc un message user. Vous allez dire qu'il y a une string. Il va tout seul gérer toute la partie parseur protocolaire un peu compliquée, la taille de la string, elle fait tant, tout ça, comment récupérer l'information d'après. Tout est abstrait donc par protobuf. C'est quand même très pratique. Vous avez juste à enregistrer des informations. Et donc le petit égal à côté, en fait, c'est pour dire à quelle position il se trouve dans le paquet qui sera envoyé par protobuf. Dans protobuf, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses, même des énums. Donc c'est assez puissant quand même. C'est assez puissant, c'est assez pratique. Et une fois que vous avez fait votre point proto, ce qui est très bien, c'est que là, vous allez pouvoir appeler donc, la commande proto-c. Proto-c, c'est la commande de protobuf qui va convertir ce fichier proto en un fichier lisible par votre langage de programmation. Donc là, moi, j'ai choisi Python, mais vous pouvez faire C++, Go, je ne sais pas, il y en a combien, mais protobuf en utilise quand même pas mal. Et donc, il va tout seul créer un fichier. Et donc, moi, typiquement, avec Python, le fichier qu'il va créer, donc il va protobuf va tout seul l'appeler underscore pb2. Là, il va créer un truc horrible, illisible pour votre linter et tout, mais c'est pas grave, parce que bon, c'est généré, c'est pas vous. D'ailleurs, c'est marqué en dessous qu'il faut pas l'éditer. Et grâce à ça, surtout, ce qui va être pratique, c'est que moi, je vais pouvoir
utiliser ce qui a été créé et récupérer les informations. Donc là, typiquement, je fais un petit programme en Meshtastic. Là, bah voilà, j'importe donc MeshPB2, celui que je vous montrais, pour récupérer mon node info, mon user, ma position, etc. Et ensuite, bah, du coup, j'ai juste un connecteur MQTT dessus, et puis hop, ça marche. Donc là, du coup, ça va appeler ma fonction onMessage. Ma fonction onMessage, elle est là. Donc là, du coup, c'est quelque chose qui a été créé par Protobuf. Je fais pas from string, bam, je récupère. Ensuite, donc vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a un port num dans Meshtastic, ben, il est là. Et après, ben, moi, si je vois que c'est un text message, alors bon, je ne décode pas. Si c'est un télémétrie, je vais demander à Protobuf de me lire le télémétrie, le user. Voilà, et puis après, ben, hop, je décode mon payload, et hop, j'ai tout. Donc c'est super pratique. Si je le lance, hop, donc là du coup, je le lance. Est-ce que lui s'est connecté? Super, il s'est connecté. Donc vous voyez qu'il commence à m'envoyer des informations de télémétrie. Donc là, c'est lui qui s'est connecté. Il peut transférer des informations, donc il va transférer des informations d'autres nodes Meshtastic, typiquement. Hop. Bon, bah, vous voyez que c'est très lent, il ne les envoie pas tout le temps. Mais moi, par exemple, je vais pouvoir, avec mon petit, celui-là, là, envoyer un coucou, et on va le voir passer, parce que bah, du coup, il va transférer de Meshtastic jusqu'à lui, et ensuite, il va le renvoyer sur le broker MQTT. Donc là, si je renvoie un recoucou, hop là, j'ai oublié le C, mais vous voyez, il est là. Donc du coup, ça a bien transféré de LoRa vers MQTT. Et là, typiquement, c'est donc ce qu'on appelle un node info. C'est là-dedans, vous voyez, qu'on récupère la public key, le modèle de hardware, les noms longs et les noms courts. Du coup, ça retransmet bien. Donc il faut imaginer que maintenant, quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Suisse, en Espagne, il va se connecter à ce broker MQTT et il va pouvoir aussi récupérer cette information. Et donc ça va permettre de faire un pont entre deux réseaux isolés en Meshtastic. J'aurais bien voulu, mais bon, c'est... Ah, bah voilà, super, il a montré. Donc là, sur la télémétrie, vous voyez que là, il a envoyé une valeur de température, humidité, pression, parce que du coup, j'ai soudé un capteur de température dessus. Et il se trouve que Meshtastic va automatiquement, au démarrage, détecter sur le bus SPI que j'ai soudé ce capteur de température. Il va tout seul initialiser, il va tout seul comme un grand l'envoyer en tant que télémétrie. Donc c'est vraiment assez pratique, quoi. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de Golix pour terminer. Donc Golix, c'est un réseau qui souhaite utiliser Meshtastic en France pour créer un réseau complet. C'est-à-dire que où que vous trouviez en France, que vous puissiez utiliser ça et parler avec n'importe quelle personne amie à vous qui se trouve à un autre endroit en France, sans, en étant en totale autonomie, sans passer par la 4G ou sans passer par quelqu'un. Aujourd'hui, Golix, c'est tout ça, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, c'est-à-dire que si on veut un maillage de tout le territoire, il y a encore du boulot. Vous voyez qu'il y a des zones où il y a plus de boulot qu'ailleurs. Là, typiquement, le point rouge chez moi, donc imaginez qu'avant moi, il n'y avait vraiment personne, quoi. Pour ça aussi que j'arrive à émettre loin, c'est qu'il n'y a que moi, quoi. Je suis un peu seul au monde. Pour l'interconnexion, donc comme on a vu, il y a 2-3 trucs sur Meshtastic pour avoir une bonne interconnexion. Souvenez-vous du modèle preset qui est utilisé pour pouvoir définir les différents variables de LoRa. Donc du coup, Meshtastic, il dit, on va utiliser, enfin, Meshtastic Golix dit, on n'en utilise qu'un, c'est long moderate, parce que bah, forcément, si vous n'utilisez pas le modem preset, vous ne pourrez pas parler à d'autres personnes. Donc là, vu que l'idée, c'est de faire un réseau maillé sur toute la France, bah, on est obligé d'utiliser tous le même modem preset. Moi, personnellement, j'aurais préféré en utiliser un peu plus rapide, mais bon, l'avantage, c'est que celui-ci, ben, il traverse beaucoup de montagnes pour pouvoir y arriver. Il va loin.
Ensuite, du coup, Golix a proposé un serveur MQTT. Donc, du coup, vous allez configurer, quand vous faites des passerelles, vous utilisez le MQTT de Golix. Et comme ça, vous pouvez récupérer toutes les informations. C'est-à-dire que, bon là, je ne l'ai pas fait, mais imaginons, je partagerai la connexion avec mon téléphone. On verrait toutes les données de Golix nous arriver dessus et elles seraient retransmises. Et donc, via ça, je pourrais recevoir des informations de Golix de gens qui se trouvent à Lille ou je ne sais quoi. Ensuite, il y a des canaux. Comme on disait, les canaux, c'est extrêmement important dans Meshtastic, puisque les informations de routage du réseau maillé ils sont liés. Donc, elles sont imposées par Golix. On va en avoir un qui s'appelle FRBalise, un qui s'appelle FREMCOM et FRBlabla. Et donc, FRBalise, c'est le plus important, puisque c'est celui où vont être envoyées les nodes info, où on sera la clé publique, la clé privée, que la clé publique, pardon, etc. etc. Pareil, ils imposent, bon c'est logique, mais comme on ne sait pas qui va le faire, de ne pas oublier à dire au GPS, il y a une option vraiment dans Meshtastic pour dire n'oubliez pas le GPS, c'est en miles, parce que c'est américain, mais voilà, de ne pas donner vos coordonnées GPS. Et voilà, donc là il y a quelques exemples, mais donc, du coup j'ai pas internet, donc je vous les montrerai pas. Je vais juste vous donner un tout petit exemple, il est où? Voilà. Typiquement, moi, le broker MQTT qui est utilisé, vous avez vu toutes les informations passées, donc il est en local sur mon ordi. Et en fait, vous pouvez, c'est Mosquito le nom du logiciel, et donc ce que je fais, c'est qu'il y a mes topics privés à moi qui restent chez moi, et ceux de Golix, et du coup, je les retransfère au serveur MQTT. Donc ça vous permet d'avoir votre broker chez vous, pour faire vos petits trucs à vous, et pour quand même être interconnecté avec Golix, vous prenez que les 3 topics importants. Et ce sera terminé pour moi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les hubs, par les 3 hubs pour traverser la France, ça me semble très peu? Alors la question était, les 3 hops, ça semble très peu. Alors c'est en 3 bits, donc en vrai il y en a 6. Mais oui, c'est assez peu, je suis d'accord. Après l'idée en gros de Golix, c'est que en mode routeur, donc là où on forward des paquets, et ça va être ceux qui seront sur des tours très hautes, et donc ils vont aller très loin, et donc ils vont avoir des 100 km. Donc du coup on peut imaginer en 6 hubs de 100 km, on fait quand même 600 km, mais je suis d'accord avec toi que ça me paraît très peu, et je pense qu'un jour, l'idée ce sera d'avoir une option pour dire moi j'enlève pas le hub, ou des choses comme ça. Voilà. Il y a d'autres questions. Oui? Comment sont définis les nodes NUM? Alors la question est comment sont définis les nodes NUM, et en fait, dans un modem Meshtastic, il y a une adresse MAC. Enfin, dans un modem LoRa, on a une adresse MAC, et donc du coup, Meshtastic utilise les 4 derniers octets de l'adresse MAC de son modem LoRa. D'autres questions? Merci à tous.